Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle édition de Rethink Mauritius. Aujourd'hui, nous allons parler de la violence domestique en compagnie de Mélanie Valère-Cicéron, présidente de Passerelle, et Christiane Valéry, une charmante inconnue ici, psychothérapeute ici et maintenant. Première question, on pose la violence domestique. Alors, la nouvelle invitée, on va tenir le droit. Pour toi, c'est quoi la violence domestique? Alors, déjà, on parle aujourd'hui beaucoup plus de violence basée sur le genre. Et la violence basée sur le genre, c'est un acte préjudiciable qui est perpétré envers une personne en raison de son sexe, de son genre, de son orientation sexuelle. Et bien sûr, on parle de violence envers la femme ou envers les hommes et envers les personnes à cause de leur orientation sexuelle. Donc, c'est bon de le préciser parce que les gens pensent que quand on vient parler de la violence domestique, souvent on est seulement en train de défendre les femmes. Il y a des hommes aussi qui sont victimes de la violence et il faut le dire, même si le nombre est bien moindre. Et bien sûr, la violence domestique, il y a sous plusieurs formes. Donc, il y a la violence physique, la violence verbale, la violence économique, psychologique. Et on pourra bien sûr en parler un peu plus par la suite. Pour la psychothérapeute, c'est quoi la violence domestique? Un sujet qu'on a l'habitude de parler. Oui, je crois que la violence habite la personne. Et on ne donne pas suffisamment de temps à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un lien. Et dans le lien existe la part de douleur. Nous venons tous dans un lien d'amour certainement, mais un lien d'arrachement parce qu'on sort du ventre de la mère et soudainement le bébé se sent dans un néant. Et si à ce moment-là, le bébé ne reçoit pas de soins pour retrouver un peu de sécurité, cette sensation de douleur, d'arrachement du lien s'inscrit dans nos os. Et nous tous, nous savons que jamais plus on va pouvoir retrouver cette sensation du ventre de la mère où on est vraiment porté. Et à chaque fois qu'on aime, on sait que ça va finir. Aimer, c'est souffrir alors. Enfin, je pense qu'aimer, c'est un sentiment, comme on dit, il y a la souffrance, il y a le bonheur, il y a beaucoup de ressentis. Et après, ça dépend de chaque personne. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la souffrance, parce qu'on a, comme on dit, souvent on dit il faut aimer sans rien attendre en retour. Mais même si on le dit, je pense que la plupart des gens, il y a une attente, un minimum d'attente. Mais parce qu'on rêve de ce bonheur, on a connu dans le ventre, tous. Tout ça est lié, oui. Il y en a à cette période, on appelle ça la période de gestation, tout est lié à cela. Tout commence par là. Oui. L'histoire de l'être humain commence à partir d'un amour et d'une violence. Ensuite, naturellement, il y a d'autres étapes. Par exemple, jusqu'à maintenant, on n'avait pas suffisamment compris que le bébé souffrait autant. Et aujourd'hui, je vois qu'on prend des bébés, on remet sur le corps de la maman, le corps du papa, et on entend les mots, on fait le papa parler à l'enfant déjà dans le ventre. Mais comme il y a des femmes qui donnent naissance à des enfants et qui sont malades et qui ne peuvent pas être là, présents pour leur enfant, l'enfant perd un peu de chaleur, un peu de sécurité. Et puis viendra aussi la période de la tétée, la période de la sevrage. Et c'est douloureux parce qu'un enfant, avant de comprendre que l'odeur de sa maman, il ne va plus le retrouver, mais il va chercher partout. Un enfant qu'on arrête d'allaiter cherche, un enfant à qui on arrête de donner son doudou, là, vous connaissez le doudou, il va chercher avant de pouvoir s'endormir, il va pleurer. Et ce sont des douleurs qui s'inscrivent en nous. Et si par la suite, il y a l'entrée à l'école maternelle ou encore on s'arrache du lien avec la maman, on va essayer de rencontrer notre personne et puis peut-être ça se passe bien ou parfois pas bien, on ne sait pas l'expérience de l'enfant. Notre cerveau enregistre et puis on quitte l'école maternelle et on se retrouve encore dans une cour de récréation avec plein de gens et puis on ne sait pas comment ça se passe, si on se fait accepter par les autres, si on doit suivre les autres et maman nous dit il ne faut pas fréquenter celui-là, il ne faut pas faire celui-là. Il y a tellement de douleurs, de cadres qui fait qu'à un moment ça devient violent. Le cadre à mettre pour un adolescent qui commence à aimer que ses parents lui disent mais c'est pas ça, il ne faut pas faire ça, il faut... ça paraît violent pour arriver à donner une structure à l'être humain. Donc, dans la vie, il y a beaucoup de violence en soi, c'est-à-dire violence de la naissance, de l'accouchement, peut-être que vous êtes deux mamans, vous connaissez ça un petit peu plus que moi, mais aussi dans la cour d'école, dans le choix du partenaire, tout ça
tout ça violent même. Oui, bien sûr, la violence est tout autour de nous, donc que ce soit à l'école, que ce soit au sein des familles, etc. Donc c'est pour ça que quand on parle de violence domestique, on parle beaucoup plus de violence intrafamiliale parce qu'il faut prendre en compte tous les membres de la famille. Comme je le dis souvent, parfois on vient dire qu'un enfant dont les parents sont violents, où il y a la violence domestique au sein du foyer, donc l'enfant est un témoin de la violence alors que ce n'est pas exact. L'enfant n'est pas témoin, il est victime de cette violence. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les termes parce qu'il est une victime, même s'il n'a pas reçu des coups. Donc, l'impact de cette violence sur l'enfant, sur son développement, sur son futur, parce qu'il va certainement répéter certaines situations, certains actes qu'il a vus devant lui. Donc, c'est pour ça qu'il est une victime lui aussi. Combien de types de violence il y a en Christian? Beaucoup. Surtout avec les main characters. On parlait de violence, mais on parle de l'expression de violence. La manière dont on exprime cette douleur, ça, elle est sous différentes formes et dans différentes manières. Je parle de lien parce que le lien se trouve dans la sexualité, l'homme-femme. Donc le lien, la première violence vient de là? Je crois que c'est là où on le souffre le plus, où on voit plus de frustration. Il y a un qui veut posséder l'autre, prendre l'autre, et il y a l'autre qui se sent trop enfermé dans ce lien, dans ce besoin, à répondre aux besoins de l'autre. Je ne parle pas du sexe d'abord, mais de la sexualité elle-même. Il y a un qui sent qu'il a besoin de l'autre comme s'il pouvait téter sa maman et prendre. Et l'autre qui se sent enfermé comme le papa qui possède sa fille, enfermé par des cris, par des besoins incessants, par des obligations, ou même par l'un qui amène l'autre dans une aventure ou l'autre, je ne sais pas. En parenthèse, je dirais, cette expérience de la sexualité à l'âge de l'adolescence, elle est très dure parce qu'il y a nombreuses de personnes qui vont dans une relation sexuelle sans jamais avoir dit oui. Ils y vont parce qu'ils sont mis dans une situation et puis ça se passe. Et puis toute leur vie, ils se souviennent de l'expérience malheureuse et ils apportent ça dans leur couple. On ne rentre pas dans un couple vierge, on rentre, comme tu disais, avec toute notre histoire familiale, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a expérimenté. Et donc, avec toute cette histoire-là, on va essayer de composer, de croire que l'autre va peut-être avoir envie de nous considérer différemment. Et un sauveur. Le fameux triangle de Bergman. Exactement. Et là, on va devenir un détecteur de la moindre petite faille pour se dire, tiens, encore une fois, je vais me faire voir. Tu partages un peu la vie de Christiane, c'est beaucoup de choses, je vois ta tête, tu hoches la tête, oui? Non, effectivement, parce que je pense, elle a l'expérience aussi, donc rencontrer plusieurs familles, nous, par rapport aux victimes de violences domestiques qu'on a rencontrées à travers notre organisation. Donc c'est vrai, à travers les témoignages, on voit que les histoires, en fait, se ressemblent, et même, ce n'est pas seulement ici à Maurice. Donc, lorsqu'on parle aux personnes de l'étranger, lorsqu'on parle aux organisations qui travaillent à l'étranger avec qui nous travaillons, on se rend bien compte que c'est les mêmes problèmes, on a les mêmes problèmes, donc la violence, c'est pas tout. Quand une femme vient à Passerelle, dans ton ONG que tu diriges, est-ce que elle te parle de ça, de la violence de la naissance, de si elle est venue avec son bagage familial dans une relation et se trouve battue à la fin du compte? Parce que, en fait, d'abord, les personnes n'ont pas assez appris à s'exprimer. Et même pas appris, mais ils ne savent pas encore. Donc, les mots que Christiane est en train de mettre sur la violence, ce sont des mots que les victimes elles-mêmes n'ont pas appris, ne connaissent pas, et c'est encore difficile pour elles. Donc elles peuvent venir dire mon mari m'a frappé, mais pour expliquer, mais c'est peut-être, même si les coups, c'est quelque chose de condamnable, c'est peut-être ça. Ce n'est pas sa plus grande souffrance. C'est pour ça que les gens parfois ne comprennent pas de ton mari bat-toi. Mais qui fait te retourner ton mari là? Parce que pour eux, c'est ce coup-là. Alors que la personne, elle a des souffrances, d'autres souffrances du passé, de son enfance, etc. Et personne n'a pu vraiment l'aider, l'encadrer à ce moment-là. Donc c'est pour ça que moi je pense que les victimes n'arrivent pas beaucoup à parler de leur souffrance. Est-ce que ça le fait de sortir de l'autorité du père, aller sous l'autorité, entre guillemets, du mari,
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition où elle peut vraiment dire moi je suis, j'existe. Exister vraiment. Et c'est vrai, on n'apprend pas à se connaître suffisamment avant de rentrer dans une relation. Et qu'est-ce que c'est être en relation? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire faire quelque chose pour l'autre, ça veut dire écouter l'autre. Hier encore, j'entendais un mari, est-ce qu'il te considère moi comme un mari? Est-ce qu'il te traite moi comme un mari? Et ça veut dire quoi pour la femme? Elle n'a pas connu la même histoire. Et l'autre a d'autres attentes parce qu'il vient d'une autre histoire, d'une autre culture. Les attentes ne sont pas les mêmes, les codes relationnels ne sont pas les mêmes. Chacun pense que c'est comme ça et on se fait avoir. On se fait avoir parce qu'en général, on a un qui a envie de... En général, les hommes, il faut aller un peu dans l'histoire. Hein. L'homme allait à la chasse, il venait avec son gibier, il déposait devant la femme. La femme reconnaissait, prenait le gibier, donnait à ses enfants, partageait à tout le monde. Ensuite, l'homme avait le droit de prendre la femme. S'il n'apportait rien à la maison, c'était comme si il violait la femme. C'est code, c'est toujours dans notre tête. Mais on attend un cadeau d'un homme. Mais c'est pas un code animalier. Si on fait un petit tour un peu à Cascade, sur la côte ouest, on voit ce genre de code-là. Oui, on voit que les hommes aiment bien faire des cadeaux aux femmes. L'avantage des femmes, c'est d'avoir la substance chimique du lien. C'est-à-dire l'ocytocine, parce que la femme est susceptible d'avoir un enfant. Le taux d'ocytocine qui fait son bien-être, qui est une substance chimique de bien-être, elle est là chez la femme quand elle est en période ovulatoire, elle se sent un peu plus jolie, un peu plus attirante, elle a envie de prendre soin d'elle, et puis vient les règles, et puis elle n'a plus envie, et puis il y a un cycle, il y a un moment, elle s'aime bien, elle se parfouine, etc. L'homme n'a pas cette même substance chimique. L'homme a besoin de la femme pour aller chercher cette substance chimique, pour avoir un peu de bien-être relationnel, je veux dire, dans le lien, dans le toucher et tout ça. L'homme a trouvé son bien-être dans le football, devant la télé, devant tout ça. Ça sont Mais à un moment, il se sent seul, il a besoin de relation. C'est là qu'il ne sait pas comment s'y prendre, parce que sa famille en veut d'avoir d'être resté trop longtemps devant la télé, d'être resté trop longtemps à faire du sport, ou d'être dans la boisson, dans la drogue. Pas fait la vaisselle, quand passe-mort. Et la femme n'a pas envie de lui donner. Bon, on va rester sur... Approche, c'est là où l'approche devient violente. Mais est-ce que la violence s'installe à ce moment dans la frustration de ne pas avoir ce dont on a besoin. Mais est-ce que c'est, Mélanie, une rhétorique qui revient? Parce que ce que Christiane disait longtemps, bon, le chasseur-cueilleur venait avec son gibier, donnait à la femme, tout ça on a compris. Est-ce que ça existe vraiment maintenant, quand tu parles à ces femmes-là maintenant? Ça existe, même comme on l'a dit, ça existe même si on n'utilise pas les mêmes mots. Ça veut dire que, par exemple, quand on parle de cadeaux, etc., aujourd'hui, on ne parle pas de chasse, mais on parle de cadeaux, de fonds de récompense, puisque la violence, c'est aussi, c'est tout ce qui est lié à l'humiliation. C'est le fait qu'il y a un des partenaires, que ce soit l'homme ou la femme, mais malheureusement, c'est plus souvent l'homme, qui est lui qui a besoin de dominer, et l'autre qui va être constamment humilié. Et cette humiliation-là, c'est pas forcément des coups, c'est aussi quand, par exemple, on va dire à la femme, on va lui faire des remords constamment, etc., lui dire mais tu es une bonne à rien, etc., on va la comparer à une autre personne. Et mais comme je dis, c'est vice-versa, c'est la même chose si la femme va lui dire mais c'est la même chose, c'est-à-dire ce sentiment de se sentir humilié là. Pour moi, c'est ça la première violence, même si ce n'est pas les coups. C'est ce qu'on peut ressentir, il y a un sentiment d'infériorité du moment qu'on se sent humilié. Donc les mots sont violents, si on peut dire ça. Oui. Et la comparaison aussi est violente, parce que généralement, on compare avec la belle-mère, la maman. Bon, maman, tu fais ça comme ça, toi, tu fais pas ça comme ça, tout arrive. Puis bon, quand on est dans des phases... loin des bisounours, on peut dire, on reproche. Mais est-ce que les mots sont violents? Parce que parfois on dit on connaît la violence, Mélanie et Christiane, la violence est physique. Ce sont des coups, des échymoses, bon, ça fait la haine, mais il y a la violence des mots aussi. Les mots sont très violents parce que souvent les femmes me disent que lorsqu'elles reçoivent un coup, ça fait mal, et puis ça s'estompe. C'est-à-dire que si on a eu mal à la joue,
On n'a plus mal à la joue après 1 heure. Mais les mots qui ont été dits et l'action d'avoir frappé, le fait de s'être senti humilié, et puis les mots qui continuent à résonner dans notre tête, c'est ça en fait qui contribue à ce sentiment d'infériorité-là. On revient encore à chaque fois ce qui s'est passé, on entend l'autre nous dire mais voilà, ben moi je veux plus être avec toi ou de t'en aller, des trucs comme ça. Et quand on est en colère, quand on est violent, donc là l'autre va dire un mot, on va dire 2, l'autre va dire 3, on va dire 4. Donc c'est comme Il y a l'escalade. oui, et donc il faut vraiment comme si on nous disait la tôler, causer. Et à ce moment, ça arrive à un certain degré. Et c'est vrai que parfois, lorsqu'on s'assoit et puis on peut se sentir ridicule d'avoir prononcé tous ces mots-là. Mais la personne, elle, par exemple, je connais des femmes, peut-être qui sont en surpoids, que juste parce que des mots ont été prononcés par rapport à leur physique, elles ont un sentiment d'infériorité, elles peuvent plus s'habiller, elles ont honte de sortir, elles ont honte de se montrer. Et même certaines personnes ont honte de parler en public. C'est-à-dire de s'exprimer, de venir dire ce qu'elles ressentent, de parler des choses simples parce que quelqu'un leur a dit à un certain moment, par exemple, tu es vilain. Comment on en sort là, la psychothérapeute, quand la personne qu'on aime au plus au monde, c'est peut-être le père de ses enfants, on dit ça. Et sinon, on dirait un peu, tout gros, tout vilain, tout maf, tout... C'est-à-dire, dans l'accompagnement à la psychothérapie, on aide la personne à se prendre en charge. On ne peut pas attendre que l'autre vienne me dire une parole qui me réconforte. L'autre dit à partir de ce qu'il attend de moi, ou l'autre attend de moi, et l'autre a des attentes, ou déçu de moi. Alors, comment la personne arrive à s'aimer soi-même? On réapprend à la personne, même les hommes, à se toucher, à se sentir. Les gens ne se sentent pas. Donc, ils ne peuvent pas recevoir ni donner. La violence commence, on disait, dès le départ à l'intérieur de soi, et l'autre ne fait qu'envoyer 10%, et ça va nous réveiller toutes les douleurs qui sont là déjà. Parce que si une fille a été bien appréciée par son papa, elle lui dit toute sa vie, tu es une jolie fille, tu es intelligente, tu es capable, mais quand son mari dit, ça veut dire qu'il y a une jolie fille, because toujours, mon père, moi, quel problème. Quel humour on est choisi. Hein? Mais par contre, si l'enfant n'a pas été bien construit dans son identité, on ne lui a pas donné cette fierté, cette dignité d'elle-même, à ce moment-là, ça devient fragile. Même à l'école, bullying et tout ça, c'est fragile. Une manière de combattre la violence, c'est de donner à l'homme ou à la femme ce self-esteem. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. On va y revenir tout à l'heure. Est-ce que la passivité des femmes que tu as rencontrées t'étonne ou t'étonne toujours? Non, ça ne m'étonne pas parce que c'est ce qu'on voit tous les jours, mais je ne dis pas que ça doit rester comme ça. Oui. Comme on a expliqué, c'est l'estime de soi, la difficulté de trouver les mots pour pouvoir expliquer ce qu'on ressent. Et puis, c'est... Comme je dis, la femme, elle va toujours se mettre au second plan, c'est-à-dire que d'abord, elle va essayer de comprendre pour les enfants, elle va essayer de trouver d'autres solutions pour les autres membres de la famille. Donc, quand elles viennent, généralement, elles sont là à essayer de trouver un échappatoire, mais en même temps, elles pensent à l'enfant qui doit continuer à aller à l'école. Donc, et puis, je vois que malheureusement, on s'attend trop vite à ce qu'elle aille bien. C'est-à-dire que même quand une personne elle quitte sa maison, elle va vers la police ou elle vient au centre, on se dit, ok, mais dans 2 semaines, il disait capable, ok. Alors qu'il n'est pas ok dans 2 semaines. Alors que même mettre une personne dans un centre, il ne faut pas s'attendre et se dire que, ok, après quelques semaines, elle va être bien. Parce que c'est toute une vie, elle a souffert pendant toute une vie. On ne peut pas s'attendre à ce qu'après 2 semaines, dire oui, tu peux caparer, mais tu as des gouttes. C'est un mot qui est difficile à prononcer. Quand une personne vient et que vous lui dites, même et toi pour toi des gouttes. Mais d'abord, c'est une promesse tellement lourde de sens. C'est un espoir que vous donnez à cette personne-là, alors que la personne aussi, il faut respecter son choix. Nous, ce qu'on fait en passerelle, c'est qu'on explique les options. Et puis la personne, elle doit pouvoir prendre son choix librement. C'est-à-dire, on n'est même pas là pour lui dire « vous êtes pas retourné avec mon mari ». Vous voyez? Exactement. Mais c'est pour ça que parfois les gens ne comprennent pas. Mais comment est-ce qu'on lutte contre la violence? Et puis on dit une fois, vous n'êtes pas retourné avec mon mari. Non, lutter contre la violence, et c'est aussi promouvoir les droits humains et respecter le choix de l'autre.
Christiane, comment on fait quand on est battu, on est blessé à l'intérieur, on a des coups, on a des immeubles, les enfants ont vu tout ce qui s'est passé. Et Mélanie dit comme ça, il faut retourner à la maison, il faut la reconstruire ou reprendre un renouveau, recommencer ou n'importe quoi. Comment se rebâtir à partir de ce point-là? Dans la thérapie, justement, on propose une longue thérapie. Ça peut durer 3 ans. Mais pas au rythme de toutes les semaines, au rythme de la personne que la personne fait. Mais ce qu'on fait, moi, personnellement, je donne d'abord des techniques de soulagement intérieur, de recentrer, la personne se recentrer. Parce que quand on vient, on a le regard sur tout ce qui s'est passé, mais qui vient de l'extérieur. Mais quand la personne se regarde, mais vous faites qui dit nous le dire oui. Souvent, dit nous dit moi une dit nous. Ah, là, c'est le moment où une petite lumière apparaît. Moi, je dis moi, je suis intelligente, moi, l'école, ou bien moi, nous sommes au compte en travail, ou content mon travail. Et il y a des compétences internes de la personne qu'on a besoin de révéler. On regarde la personne. Les événements, il y en aura. Comment dire, s'il est capable de retourner, il est capable de retourner, il est capable de faire autre chemin. Mais cette personne-là, ce souffle intérieur, quand moi débute dans mon assiette, dans mon colonne vertébrale, il me dit moi qui été au fond de moi. Et qui, dans la respiration, dit il y a jusqu'à dans le bas souvent, de remettre les droites, les détendre sur les épaules, les lèvres, la tête, cette posture corporelle, redonner confiance en lui-même. Nous redonner ça, musculature qui permet de développer. Et si le gars dit un des mots de bien l'oubli, nous connaissons comment on se travaille. À un miroir, non? À un miroir, en face d'elle-même, je m'aime, je t'aime, ou quelque chose comme ça? Dans la thérapie, ça se passe dans le regard. Le regard, c'est la partie externe du cerveau. Quand une baba vient étudier baba la da, nous disons se disait baba la da, c'est ce neurone réactivé. Et nous, c'est dans le regard, dans la rencontre, et même dans notre corps, c'est notre outil qui donne une espèce de zénitude à la personne, et nous redonne ça self-esteem, parce qu'il nous regarde, il est inconditionnel, nous ne pas ce problème, nous lit. Et souvent, derrière ça, on peut souffrir là, nous trouvons un joli lisier, nous trouvons un joli sourire, nous trouvons un joli regard, et nous admirons sa partie qui est vraiment vivant. Ne pas penser dans tout ce qui est pas bon, nous sa partie vivante et qui est merveilleux et qui nous rencontre dans l'âme de ce regard-là. Et c'est à partir de là que nous commençons à travailler. Nous vraiment centrer sur la personne. Tu as la même approche, Mélanie? Ou bien c'est plus, tu as une femme qui est battue, qui est sur les nerfs, qui peut trembler, il passe devant la police, il passe devant le juge, il pense travaille demain matin ou bien... D'abord, elle, c'est l'experte. Je n'aurais pas la prétention de dire que c'est la même approche. La même approche, oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais je veux dire que dans l'ensemble, c'est ce que nous pensons, ce que nous essayons de faire. Et oui, malheureusement, nous n'avons pas les réponses à toutes les questions, à toutes ces problématiques. Donc, c'est là que nous travaillons en réseau pour pouvoir référer la personne à un professionnel qui pourrait l'aider. Mais bon, quand la dame vient chez nous d'abord, on essaie de faire ce qu'on appelle une évaluation, un need assessment, pour voir avec elle quelles sont les pistes à explorer, quels sont les chemins qu'elle pourrait prendre, qu'est-ce qu'elle veut faire d'abord, parce qu'on pourrait bien dire, voilà, il y a ça à faire, il y a ça à faire, mais il faut d'abord l'écouter. L'écoute, c'est important pour savoir ce que veut la personne. Mais c'est vrai que quand la personne vient dans un centre aussi, il y a beaucoup de démarches administratives à faire. Et malheureusement, donc souvent ces démarches administratives, ça vient comme si ça nous empêche à aller de l'avant avec la thérapie. C'est-à-dire que ça prend le dessus, parce qu'il faut faire le transfert que les enfants aient à l'école, il faut aller récupérer ses affaires, il faut aller chercher le protection order, etc. Ça fait beaucoup à faire pour une personne, et c'est vrai que on essaie en tout cas de faire de notre mieux pour faire le meilleur service. Moi, ma question était allée, mais c'est pour les précisions, c'est la personne vient. Je ne sais pas si CDU ou police, Family Police Unit vient de quitter une dame là, qu'est-ce qui arrive? Parce que pour Christiane, la dame va venir en thérapie, il y a un processus de décision, il y a une approche, tandis que là tu as une femme, tu as une femme qui vient d'être violentée, battue dans n'importe quel site, qui sort de chez elle, une passeport traumatise la police,
Oui. et qui vient à 2h, c'est pas 1h, 2h du matin. Alors, au risque de vous décevoir, il n'y a pas de modèle type. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de faire spécifique avec les victimes parce qu'elles ont différents problèmes. Donc déjà, elles viennent à travers la police qui vient les déposer, ou sinon elles peuvent venir d'elles-mêmes, parfois elles viennent, ou à travers la famille, c'est pour le bureau. Donc lorsqu'elles viennent, généralement elles ont différents problèmes. Donc si une femme a été battue physiquement, est-ce qu'il y a des ecchymoses, etc., il faut la conduire à l'hôpital, il faudrait voir un médecin pour voir comment est-ce qu'elle va. Et puis, si ce n'est pas le cas le lendemain, nous, généralement, le premier jour, on essaie de ne pas bousculer la personne, c'est-à-dire de ne pas trop lui poser beaucoup de questions. Donc, c'est juste les besoins essentiels, lui remettre, on a un petit kit de bienvenue, lui remettre ce kit de bienvenue et lui expliquer sa place. Quelques règles aussi, on ne va pas beaucoup parler. Et on attend le lendemain pour pouvoir, comme si qu'elle soit un petit peu plus tranquille, pour pouvoir aborder un peu les règles du centre avec elle et les autres services qu'on va offrir. Mais après, on l'invite aussi à dire ses attentes. Parce que vous savez, rester dans un centre, c'est pas parce qu'on a un centre qu'on va dire que c'est bien de quitter sa maison, d'habiter dans un centre. Si dans sa maison, moi je le répète régulièrement au centre, je dis si dans la maison, en vivant avec une personne, il y a la guerre, mais quand nous vivons dans un centre avec 20 personnes, avec 20 différentes personnalités, nous gagnons certainement vers la guerre. Donc vous voyez, il faut les préparer aussi à habiter en communauté, à habiter dans un centre. Qu'est-ce qui fait, Christiane, que l'amour a jusqu'à ce point de souffrance à la violence? Qu'est-ce qui fait? Parce qu'au fond, on tient au bien. On n'a pas envie d'être seul. Et on n'a pas envie de recommencer encore une histoire. Il y a une espèce de fidélité envers soi, une espèce de croyance qu'on vaut la peine et que quelqu'un peut nous aimer, même si... et qu'on peut réveiller l'autre aussi à l'amour, parce que on est appelé vers ça, dans ce qui est beau. Tout le monde rêve de quelque chose qui est mieux pour nous. Et donc, l'être humain va toujours tenter sa chance. Il faut toujours essayer d'aller vers un mieux. Maladroitement parfois, c'est pourquoi quand on est guidé, peut-être qu'il va pas mieux, pas nous qui guidons, mais il réfléchit un peu sur lui-même. Quel est le next step à faire? Peut-être qu'il est un petit peu trop maladroit, un peu trop direct. Il y a d'autres manières. Et il est question de l'énergie qu'on en dégage aussi pour donner envie à l'autre de venir, comment dire. On travaille beaucoup aussi de chercher l'énergie, tu dis bien, quand on gagne la guerre, quelle énergie je dégage, quel moi je suis. Et c'est autour de moi, ça, cette sensation qui me mettait dans mon espace. Dans tous ces effets de violence-là, il y a des outils maintenant. Il y a une application gouvernementale, il y a un numéro de téléphone. Est-ce que ça fonctionne? Il y a une application qui s'appelle l'Espoir 148. Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, il y a l'application L'Espoir, donc il y a plusieurs personnes qui ont essayé et que ça fonctionne bien. Maintenant, est-ce que ça fonctionne tout le temps? Je ne pourrais pas le dire parce que moi, personnellement, je n'ai pas d'évaluation dessus. Mais je pense que tous les gestes comptent. Je dis tout le temps, toutes les actions, tous les gestes comptent sont importants. Maintenant, il faudrait plus d'actions concrètes parce que c'est à travers des institutions. Donc, toutes ces applications, par exemple le 139, aussi qui est la hotline gratuite pour appeler en cas de violence domestique. Ce qui est bien, il faut le signaler, c'est que le numéro est aujourd'hui gratuit. Depuis quelques années, vous pouvez appeler de votre téléphone portable sans crédit sur le téléphone, ça c'est une très bonne chose. Mais maintenant, il faudrait que le response aussi derrière soit bien, parce que pourquoi avoir tous ces outils et puis qu'au final la personne n'arrive pas à trouver les renseignements nécessaires ou à être protégée. Mais au niveau du 139 aussi, il y a eu beaucoup d'améliorations parce qu'aujourd'hui, quand vous appelez, moi, par exemple, si une victime n'a pas pu appeler, j'appelle pour elle, j'appelle pour une autre personne aussi, le travail est fait. C'est-à-dire qu'ils vont faire le nécessaire, ils vont faire le suivi, etc. Le seul hic pour moi, c'est qu'il n'y a pas un service isolé. Il faut que tous les services, toutes les institutions puissent travailler ensemble. On ne peut pas résoudre la violence domestique en disant que c'est le centre qui doit faire ça, c'est le 139 qui doit faire ça, c'est tel outil qui doit faire en sorte que ça fonctionne. Non, c'est un tout. C'est-à-dire que si, par exemple, la victime a été prise en charge par la police et puis lorsqu'elle arrive à l'hôpital, il n'y a pas de place
je dis un peu privée, de côté, pour que le médecin puisse la recevoir, demander exactement ce qu'elle a eu, etc. Donc, s'il n'y a pas un protocole entre plusieurs institutions, entre le ministère et tout, et surtout qu'on ne considère pas les shelters comme étant des dumping areas, ça il faut le dire, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise, ah ok, oui, ben, on protège les victimes, on tient les autres que les autres, non, mais les autres sont, et puis finir là, mais ça va jamais fonctionner. Parce que même les shelters, même les travailleurs sociaux, ils ont besoin des institutions pour travailler. Ils ont besoin du psychologue, ils ont besoin du suivi, ils ont besoin de la police, etc. Donc je peux dire, nous on est dans la région de Roseville, peut-être que le poste de Roseville peut dire, mais ça maintenant, je t'en sais nous tout le temps. On n'a pas le choix, parce qu'on est là, il faut appeler si quelqu'un vient, etc. Il y a une très bonne collaboration déjà, mais comme je le dis, on ne peut pas travailler seul. Et il faudrait faire une unité spéciale avec la psychologie, psychothérapie, psychologue, sociologue, ajouter tout ça? De mon côté, je dirais que nous sommes prêts pour la personne qui se décide à se découvrir. On ne pourra pas fonctionner en groupe. Par contre, on peut donner des informations pour qu'il y ait plus de mots dans l'expression même de la douleur, de la violence. On peut donner des formations, des causeries, mettre les mots pour que les gens puissent avoir ne pas avoir honte déjà, de venir se dire, parce que pendant longtemps on a honte, et c'est ça qui fait que la douleur dure, et que ça arrive jusqu'aux mains, jusqu'au cou, jusqu'à la mort, parce qu'on a honte, on a l'impression d'être seul au monde. Or, si on commence à parler un petit peu plus publiquement, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Et voilà. Mais par contre, le cheminement se fait personnel au moment où la personne se décide de se prendre en charge. Où il réalise que finalement, personne ne pourra me sauver. Je suis la seule à pouvoir me mettre debout là. Et là, on peut aider. Oui. Mais parfois, ça se finit, comme tu es dans le même métier que moi, ça finit par la mort. Malheureusement, oui. On a eu 2 cas là, en période de fête, surtout en période de fête aussi. J'ai l'impression que les réprimandes ont en train de tout boyer autour de la nouvelle année, fête Saint-Valentin. Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais quand j'essaie de parler avec les résidentes aussi, c'est vrai qu'en période des fêtes, les shelters sont plus remplis. Donc, les gens ne le réalisent pas, pensant que non, c'est la période festive, sûrement que tout le monde est en train de fêter chez soi. Mais alors que, en général, la période festive, il y a plus de personnes dans les centres. Je pense qu'il y a plusieurs raisons, c'est-à-dire il y a la frustration, c'est-à-dire que, vous savez, quand on arrive à la fin d'année, mais peut-être que Christiane pourra plus nous dire ça, j'ai remarqué que les enfants, que ce soit les enfants qui sont dans les centres, que ce soit les adultes, il y a comme si on se remet en question. Il est décembre, on se dit qu'est-ce qu'on a fait pendant cette année. Je pense que c'est ça, oui. Comme si j'ai remarqué par exemple, il y a des enfants dans les centres qui ne pleuraient pas pendant tout au long de l'année, ils sont là, ils sont en jeu et tout. Et puis le 31 décembre, pour aller au 1er janvier, ils craquent. Ils ont besoin comme si ils ont besoin de s'exprimer, ils ont une douleur qui s'exprime. Et je pense que dans leur tête, parce que je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, mais je pense que dans leur tête, ils se disent que je vais commencer une nouvelle année. Comment? C'est la peur, l'appréhension d'aller commencer une nouvelle aventure, une nouvelle année, en ayant toujours des problèmes. Et je crois que la femme aussi, elle se dit peut-être arrivant en décembre, écoute, moi je pourrais commencer une nouvelle année, elle battait, elle maltraitée et tout. Et là, elle choisit de venir le centre. Il y a les problèmes d'argent aussi. Vous savez, en période de décembre, quand vous n'arrivez pas à acheter les jeux pour les enfants, ça fait des bagarres au sein du couple, parce que les problèmes financiers, ça cause beaucoup de problèmes au sein des couples. Et donc là, je pense que c'est pour ça que finalement, il y a beaucoup plus de... Ça se sent, ça... Une grande fatigue aussi, une grande fatigue. Et puis des fuites à ce moment-là, plus d'alcool, un peu plus de... Oui. En même temps, certains se laissent un peu plus aller, de désespoir, de désespérance même. Mais en même temps, quand j'entends que les enfants pleurent, etc., c'est parce qu'au fond de nous, il y a toujours ce désir d'un mieux. Oui. C'est naturel chez nous. Et ça, quelquefois, il faut savoir soi-même se faire violence pour se dire, mais si vraiment il y a quelque chose de mieux pour moi, qu'est-ce que je change dans ma vie là? Il y a une affaire qui doit changer. Parce qu'au fond, l'être humain sait très bien qu'il y a certaines choses qui ne marchent plus. Oui. Il faut se faire violence pour lâcher. Et c'est là où on a besoin d'aide. Ce n'est pas une douleur de ressentir de la douleur.
C'est un savoir que quelque chose de mieux m'attend, mais de pouvoir chercher ce chemin. C'est dans ce sens que nous accompagnons. Nous n'accompagnons pas la douleur elle-même, mais ce mouvement qui pousse l'être humain à se dire mais quelque chose de mieux existe et je ne vois pas le chemin. Et là, on aide la personne à s'éclairer et à rendre ce passage un peu plus souple plutôt que de se dire ok, je vais couper, mais en retournant vers ses ressources, il peut se dire mais je mérite tellement mieux. Et là, cette personne peut sentir. Nous croyons beaucoup dans la prise de conscience, dans la méditation profonde sur soi, parce qu'on est dans un mouvement. La nature est dans un mouvement de renouvellement. L'être humain est dans un mouvement de renouvellement. C'est notre psychologie qui nous ramène en arrière. Mais tout notre corps pousse vers la maturité. Tout notre désir va dans le sens du développement. Qui a envie de régresser? Tout le monde veut progresser. Donc c'est la loi même de la nature. C'est pourquoi on remet la personne dans ses ressources. Des fois, on lui fait repartir dans un moment de son enfance où il a connu le bonheur, pour que son corps puisse dégager les mêmes substances chimiques. Et puis, lâcher un petit peu la peur pour se dire, mais si mon original, c'est d'être une bonne fille, un bon garçon, ben, il y avait des événements qui sont venus polluer mon rêve. Et on aide la personne à retrouver cet espoir de ce moment de rêve. Et à partir de là, quel est le petit pas qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on laisse tomber? Des fois, on ne veut pas laisser tomber. Parce que quand on laisse tomber, on a l'impression d'aller dans un inconnu. On a peur de cet inconnu. Et justement, parce que nous sommes inconnus à la personne, nous pouvons lui dire, mais le chemin est inconnu. Nous renvoyons cet inconnu, mais face à cet inconnu, tu es en train de rire, tu es en train de regarder, tu es en train de sentir, respirer. C'est quoi l'inconnu? En quoi ça peut te faire si peur? Redonner confiance dans le néant, dans le noir, dans l'obscurité. Marche dans le noir. On fait faire des petits rêves guidés. Marche dans ton noir, marche dans ton obscurité. Et vois-toi comment tu es dans l'obscurité. Souvent, la personne se voit écrasée, accroupie. Mais nous, on accompagne cette respiration qui, de toute façon, va aider le corps, le corps, notre biologie, à vouloir respirer, à vouloir s'agrandir. Et souvent, la personne qui se voit dans le noir, il se voit, mais tiens, je suis debout, j'arrive à respirer, il lève la tête, parce qu'on est dans un cadre de confiance. Et les personnes recontactent quelque chose qui soit confiant. Mais je peux marcher quand même. Donc, si je comprends bien, le 1er janvier est porteur d'espoir. Parce que c'est une nouvelle année, il y a beaucoup de pétards, de festivités. Non, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, mais Oui. si je prends le cas de ce petit garçon-là, qui le 31, minimum à 5, il est en train de pleurer à cause de la nouvelle année. Il est plus conscient, Oui. parce que justement, il est dans un mouvement d'amélioration. Oui. C'est là qu'il voit clair. Mhm. Pendant longtemps, peut-être qu'il a accepté son destin, il se dit c'est peut-être ça, mais ce jour-là, il se dit mais non, c'est le soleil levé pour te dire, il nous envoie en préféré pour te dire, on va faire un palais à Justement, quand la séparation est faite, maintenant, il y a plein d'outils. Il y a portable, il y a Facebook parfois. L'autre thème de violence, c'est que le mari, le partenaire, le concubin, le boyfriend commence à harceler. Ça aussi, c'est une forme de violence que tu vois en Passerelle. Peut-être mari peut dire, yo madame, pourquoi je vais ici devant la peau, l'autre fois là. Il peut empêcher moi, il n'y a mon patron peut demander qui peut arriver, qui fait du papier de travail, c'est ci, c'est là. Oui, enfin, les outils, donc la technologie aujourd'hui, bon, il ne faut pas aller loin, il faut juste voir un seul commentaire, une seule publication sur les réseaux sociaux pour voir que c'est de la violence. C'est-à-dire que malheureusement, ça devient une banalité. De plus en plus, c'est une banalité, c'est-à-dire qu'on voit un commentaire et peut-être que moi je vois ça violent, mais aujourd'hui j'ai remarqué que les jeunes, pour eux, c'est le langage courant. Et moi ça m'inquiète, en tant que maman, bien sûr, ça m'inquiète d'entendre des chansons, avec de reprendre les paroles qui se disent sur les réseaux sociaux, de mettre ça en chanson et d'entendre un enfant de 10 ans, de 11 ans répéter ça en jouant. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Maintenant, oui, il y a d'autres formes de violence qui sont liées à son téléphone et tout. Et comme on dit, il y a le harcèlement à travers le net, il y a le harcèlement, même les gens qui appellent. Oui, Oui, mais je pense que
il y a le côté inconnu, c'est-à-dire il y a des inconnus qui le font, mais dans un couple, c'est utiliser plusieurs moyens, c'est-à-dire que vous allez appeler la personne, c'est le besoin d'humilier l'autre, là. C'est-à-dire que j'ai posté ses photos, j'ai fait même des screenshots des messages qu'elle m'a envoyés, je vais partager ça, je vais appeler les autres personnes, je vais parler d'elle, comme vous dites, et puis vous allez suivre la personne. Il y a certaines personnes qui, comme des gens vont dire simplement, ils sont des malades parce qu'ils vont mettre des trackers dans les voitures de leur épouse pour faire suivre, pour savoir où est-ce qu'elle est partie, mettre des applications sur le téléphone pour savoir où la personne, vous voyez. Donc, il y a tout ça aujourd'hui. C'est des maladies aussi. Hein. C'est une maladie, ça, une maladie de ne pas accepter. De ne pas accepter, de penser que c'est que cette personne-là qui peut me rendre heureux et que si je ne suis pas heureux, la personne aussi doit être malheureuse autant que moi. Je vais descendre la personne. Mais au point de tuer, c'est ça que j'arrive pas à m'expliquer. Peut-être Mélanie n'arrive pas à expliquer. On passe une étape, un moment, je crois qu'on passe un cap et qu'on devient carrément animal. C'est quoi? Quand on a 3 verres et demi, 10 bières, voilà, qu'on arrive à cette étape-là? Non, je dirais la montée de cortisol. On dirait, pour une ou deux fois que j'ai pu voir les criminels, après leur acte, ils sont cramoisis. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ils sont mauves. Ça veut dire qu'ils ont dépassé une étape où le cortisol est tellement fort dans le sang. Le cortisol, c'est une molécule qui épaissit le sang. Donc, l'oxygène ne circule pas bien. Ce besoin de se défendre jusqu'à la mort, c'est quelque chose qui vient de la survie, pour survivre. Sinon, la personne se sent mourir s'il n'a pas cette personne-là. Mais en fait, c'est une folie. Tuer est carrément une folie. Mais pourquoi il se pend, il prend un azole, il prend tout ça de produits jusqu'à boire l'alcool? Pourquoi ce geste? Quand tout ça est descendu, la personne est morte, on s'est sauvé, après on a dit la personne s'est pendue. Il se rend compte de son acte. Il se voit face à lui-même. Ou la prison, c'est l'effet de la prison qui fait ça, qui va être enfermé en fin de compte, à la fin. Si je tue peut-être ma partenaire, mon épouse ou mon ex, tout ça. Personnellement, je pense que c'est plus le côté de se rendre compte de ce qu'on a fait, plus que la prison. Je pense que c'est aussi. Donc tout ça, les enfants, tout à l'heure, Mélanie a parlé des enfants, comment ils vivent? Comment ils vivent tout ça quand tu rencontres une maman qui est un peu bleue, un peu fille à casse-cassée, l'enfant qui est en train de pleurer, maman après il y a envie de tout, papa. Comment tu gères toute cette situation-là? C'est très très difficile pour les enfants. C'est difficile par exemple quand un enfant est déjà chez lui, il est en train de subir cette violence-là. C'est difficile quand les parents se séparent parce que malheureusement il n'y a pas suffisamment de préparation, donc de conversation d'adultes qui s'assoient ensemble pour trouver des solutions au moment de la séparation aussi déjà. Donc, il y a toujours ce besoin de, laquelle parents-enfants plus contents. Souvent, on va lui poser des questions, te plus content maman, mais te plus content papa. C'est une question, je pense, qu'il ne faudrait pas poser aux enfants. Jamais. Même quand il y a pas de séparation, parce qu'on va lui demander ce qui te plus content maman, papa. C'est devenu comme un jeu et les gens font ça régulièrement. Donc, je pense que, oui, les enfants, ils souffrent beaucoup, mais c'est parce que les adultes n'arrivent pas à trouver des réponses, n'arrivent pas à trouver des solutions et finalement ça a un impact sur eux. Maintenant, lorsqu'ils viennent au centre, pour l'enfant, c'est encore plus difficile. Et vous allez voir que dans les différents programmes qui existent par rapport au ministère, aux autres institutions, on met plus l'accent sur la femme dégoûtée, femme sortie de problèmes, femme, etc. Et on a tendance à oublier l'enfant parce qu'on se dit, mais ok, du moment qu'il est avec son maman, il est ok. Donc, du moment qu'il est avec son maman, il parle partout, il est bizarre qu'on parle son maman, il est ok. Mais alors que l'enfant, lui aussi, il perd ses repères, donc le fait de quitter sa maison, de venir dans un centre,
de cohabiter avec deux personnes. Donc, il perd ses repères, il perd sa maman, il perd son papa. Donc, on dit souvent que les associations qui défendent les droits des femmes, on oublie un peu les hommes, c'est faux. Nous, on dit qu'il ne faudrait pas défendre les femmes, ne veut pas dire piétiner les droits des hommes. Et même quand l'enfant vient chez nous, on doit essayer de voir si la personne est très violente. Donc, ça, on le fait avec les autorités pour voir, mais respecter le droit de visite des papas. Il y a beaucoup de papas qui viennent à Passerelle pour voir leur enfant. Donc, respecter le droit de visite, respecter le droit d'hébergement, s'il y a un droit d'hébergement. Et nous, on n'est pas là pour dire du mal non plus du papa. Et aussi, faire en sorte qu'avec les professionnels, la maman aussi apprenne à ne pas dire tout le temps du mal de l'autre personne, parce que c'est souvent ce qui arrive. Justement, j'avais posé cette question. Est-ce que l'enfant ne vient pas jouer, il ne se sent pas coupable? Parce que peut-être le papa dit, accroche-toi. C'est ça. Parce que quand nous avons parlé, tu as dit qu'arrivé au moment de l'enfant, il y a une certaine séparation, la maman est plus concentrée sur le papa. La maman est plus sur l'enfant que son partenaire de vie. Dommage qu'on utilise l'enfant pour faire du mal à l'autre, très souvent. Et pour punir l'autre, on utilise l'enfant, malheureusement. Mais en même temps, je dis l'enfant a une capacité de résilience extraordinaire. Et ce que moi je retiens beaucoup plus chez les enfants qui subissent des violences, ces enfants ne croient plus dans l'institution, dans le système. Ils ne croient plus dans la discipline. Ils se prennent en charge eux-mêmes. Ils ne croient pas qu'il y aurait un système qui pourrait les protéger. Ils refusent. Ils peuvent refuser d'aller à l'école parce qu'ils refusent les structures, ils refusent la discipline, parce qu'ils ne croient plus dans les grands. Ils vont se faire leur chemin par eux-mêmes. L'art, c'est un chemin, au fait, parce que c'est là où l'enfant peut s'exprimer tout seul, il peut créer, il peut composer avec lui-même. L'art, c'est peut-être un chemin qui peut donner un espoir à ses enfants. Parce que son intellectuel parfois est bloqué, trop chargé de toutes ces réflexions qu'il doit se faire pour régler le problème des parents, parce qu'il est misérieux. Il doit protéger maman de ce que dit papa, il doit protéger papa de ce que dit maman. C'est trop dans sa tête, les choses résonnent. Et à l'école, il ne peut pas prendre encore. Il refuse. Par contre, l'art lui permet de se déposer, de se relâcher. Ça, c'est peut-être un moyen. Donc il faudra du papier, crayon et des pinceaux. Est-ce que quand ces enfants-là dessinent, je voulais rebondir, quand ces enfants-là, il y a un moment, tu vois cette violence-là dans les dessins, puis des fois on fait un petit rond, un petit bâton, trois bâtons, maman, papa, le chien à la maison, mais tu vois cette violence-là dans les dessins. On dit c'est le subconscient, donc dessiner, c'est exprimer le subconscient, c'est exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on ne peut pas dire avec les mots, et oui, ça se voit. Donc il n'y a pas seulement la violence, il y a aussi l'espoir. C'est-à-dire qu'ils dessinent à la fois ce qu'ils ont ressenti, ce qui fait mal, mais ils dessinent aussi l'idéal. Oui, ils aiment dessiner les maisons avec le soleil. Et on voit que régulièrement dans les dessins d'enfants, il y a une maison, la famille et le soleil. Le soleil, qu'est-ce que ça veut dire le soleil là? Quelque part, nous avons tous un imaginaire. Et ça, c'est très important. Mais tous nous savons que nous méritons mieux que ce que nous sommes. Quand je pense ce que tu as dit, Christiane, le fait que le soleil représente l'espoir et que l'enfant veut être dans out of the system, out of the box, comment allier les deux? C'est l'espoir va le faire devenir marginal? Non, c'est-à-dire il commence à croire qu'il est seul à bord. Il doit se prendre en charge. Il refuse qu'on lui donne des ordres, qu'on le cadre. Il refuse. Ben oui, parfois il va grandir bien, mais parfois malheureusement il ne va pas savoir. Il est trop jeune pour avoir toutes les structures qui vont lui permettre d'avancer. D'abord, comme il n'aime pas trop l'école et qu'il est trop émotionnellement trop chargé pour recevoir, à l'école on va peut-être le mettre à côté parce qu'il sera parmi les derniers de la classe. Et il va rencontrer d'autres enfants qui ont les mêmes douleurs et ça va continuer, malheureusement. Autrefois, on avait des clubs de jeunesse, on avait des clubs d'enfants, des groupements d'enfants qui réunissaient les enfants, les faisaient chanter, les faisaient faire de la musique. Mais aujourd'hui, les adultes n'ont pas le temps à donner gratuitement aux enfants.
Et si on veut sortir de la violence, il faudrait des hommes et des femmes capables de recréer d'autres structures plus sécurisantes pour l'enfant, mais donner du temps à l'enfant. Un temps gratuit parce que ça ne se paye pas malheureusement, mais plus il y aura des écoles, des groupes, donner aux enfants l'espace d'être, de vivre leur expérience d'enfant sans être pollués par toute cette charge que peut-être les adultes, que la vie met sur eux, malgré eux. Plus on va pouvoir leur donner un cadre neutre, ils vont pouvoir se recréer, se revoir, s'imaginer différents. Parce qu'il y a des personnes qui sont sorties de familles très violentes, mais qui ont pu avoir tantes, cousines, qui ont aidé à proposer un avenir différent. Et ça s'est fait, ça se passe aussi. Est-ce que toi, à Passerelle, Mélanie, tu as ce genre d'espace, c'est-à-dire que tu as un nouveau qui est un peu, les autres vont venir l'aider, mais souvent ce sont un peu dans le même groupe d'âge. Est-ce que tu as cet espace-là où les jeunes peuvent s'extérioriser sans qu'il y ait à avoir un adulte? Peut-être qu'il y a un responsable qui est là. Non, malheureusement, non. C'est-à-dire que, vous savez, on fait avec les moyens du bord. Donc, on est un centre où on est obligé de louer un espace. On ne peut même pas modifier grand-chose. Donc, on essaie, bien sûr, de créer un cadre idéal, etc. On a une grande cour, les enfants, nous, on aime beaucoup les espaces extérieurs. Les enfants aussi aiment beaucoup dessiner à l'extérieur et tout. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Je ne vais pas mentir, c'est pas l'idéal. On aurait aimé avoir quelque chose de meilleur. Le nombre de Tchalabus indénés était autour de 6 000, 5 917. C'est un chiffre trop fort pour vous deux? Le nombre de Tchalabus. Tchalabus, oui. C'est la réalité. Hein. C'est un chiffre qui, je dirais même, qui cache la réalité. Qui cache, oui. Parce que c'est un chiffre c'est seulement les cas qui ont été rapportés. On sait vraiment que ça dépasse beaucoup. Et bien sûr. Oui, aujourd'hui, les enfants maltraités, abusés, c'est un peu, on va dire, s'il y a plusieurs foyers, on va voir si ça peut se passer chez le voisin, mais il y a beaucoup qui ne sont pas rapportés. Donc, c'est-à-dire, on peut parler de quoi, 10 000? On double chiffre? On triple chiffre? Je ne pourrais pas donner un chiffre, mais je dirais peut-être qu'il y a 3 fois plus que ça. Ah. Oui, 3 fois plus que ça. Mais c'est déjà alarmant. Bien sûr. C'est déjà alarmant. Oui. Mais est-ce que, Christiane, c'est plus facile de reconstruire un enfant ou une adulte? Est-ce que c'est plus facile de reconstruire un enfant? Peut-être l'enfant peut avoir accès à son imaginaire beaucoup plus facilement. Il y a moins de souvenirs dans sa mémoire, moins de souvenirs malheureux. Et l'enfant, il est rêveur, il est spontané, donc il s'ouvre plus facilement. Alors que l'adulte a enregistré de honte en honte et s'est fermé, et finalement pas se dire mais ça me sort ça avec mon parole puisqu'il ça m'a accepté. La résilience aussi, ça, tu vois ces femmes-là être résilientes peuvent arriver et dire il faut pas faire, on peut nous tromper, on t'en lit, mais on peut continuer à battre. C'est-à-dire l'acceptation. L'acceptation, la résilience. Oui, je pense que, mais comme je dis, il faut respecter le choix, mais en même temps, il faut continuer à donner des outils, donc ces pistes, ces opportunités, montrer d'autres chemins, parce que ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire que si elles acceptent aujourd'hui, ça veut dire que c'est fini, que, comment dire, Dieu ne va pas faire l'ennui pour elle. Mais comme Christiane a dit, c'est la personne elle-même qui doit avoir envie de sortir de cette situation. Oui. J'ai envie d'apporter un petit éclairage encore sur ça, sur la pathologie du couple. La pathologie du couple, c'est justement tous les deux qu'on peut faire du mal, mais ils ont envie de rester. Séparer, c'est mourir. Il vaut mieux rester là dans la douleur. On appelle ça une pathologie, comme une espèce de folie de rester ensemble, mais ils sont d'accord. J'aime ça, petit piment là, ça non? C'est le petit piment? C'est ce qu'ils pensent qui va les aider à avancer. Les séparer les rend encore plus fragiles. C'est pourquoi c'est à la personne de décider. Mais il faut parler aussi de cette pathologie du couple. C'est très important. Beaucoup de couples sont dans une pathologie. Je te connais, je n'ai pas là, je te fais les autres.
Reste ensemble. Vous êtes responsables. Tu sens ça, de rester ensemble? Peut-être que les autres pour la guerre tantôt, mais Ouais. ça même vous gâter. Enfin, on le voit autour de nous, C'est sûr. pas forcément en passerelle, on le voit autour de nous, des couples qui choisissent de commun accord de rester ensemble. Maintenant, peut-être qu'il y a des non-dits, donc ça se ne dit pas, mais comme elle explique, c'est ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux, c'est-à-dire qu'à cause de l'âge, à cause de à cause de statut. Maman dit même ça peut le marier, tu es une société dans la case, par exemple. ouais. Et papa est parti d'accord avec le choix du partenaire. Chacun accepte son bobo. Avec ce goût. Hein? Ouais. Bon, on a parlé beaucoup des couples monsieur, madame. Il y en a un couple madame, homosexuel, on va dire le mot, de médecins de plus en plus. Est-ce que cette violence-là, Christiane, Il y a aussi la violence. est-ce qu'il y a de la violence peut-être, je ne sais pas si tu as vu ce genre de partenaire féminin qui est vraiment possessif, plus qu'un homme? Moi, je ne dirais pas que c'est possessif plus qu'un homme, parce que j'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes pour pouvoir le dire, mais je pense qu'il y a la violence aussi dans certains couples homosexuels, comme il y aurait la violence dans certains couples hétérosexuels, et point. Non, pour moi, c'est ça. Ouais. Parce que la violence est en soi, Voilà. au final. Oui, Mais on a l'impression que c'est plus violent, hein? Donc, On c'est pas- a l'impression que Non, moi, que c'est comme c'est chez l'être humain, peu importe si on est un homme, une femme, un enfant, etc., Oui. c'est la même expression qui va se dégager de notre être. L'expression de violence, être trop coupant, être trop cassant, être autoritaire, et tout ça, c'est la personne elle-même. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce point-là? Accepter pense qu'on est que- différent? Non, c'est la même chose, c'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un problème de comportement, de violence, de difficulté de gérer ses émotions, enfin, moi, je pense qu'il ne faudrait même pas mettre en avant l'orientation sexuelle. C'est-à-dire, comme il dit, c'est par rapport, c'est individuel, c'est l'individu, donc les problèmes que l'individu a, donc peu importe son orientation sexuelle, l'aider à gérer ses Ça se émotions. retrouve dans son comportement. Oui. Il y a aussi la violence intergénérationnelle, c'est-à-dire parfois, Mélanie et moi, on a petits enfants Oui, avec les c'est sûr. grands-parents pour question d'argent, question de droit, d'héritage, on a vu dans l'actualité aussi. Certainement, et ça, la violence va jusqu'à encore la tuerie, parce que- Manipulation. Oui, parce qu'il s'agit de gain. L'être Gain. humain, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce que je perds? L'être humain, il s'estime à partir de ce qu'il peut comparer à l'autre. Je me sens gagnant parce que l'autre est perdant. Je me sens perdant parce que l'autre a gagné un peu plus. Fait que- Est-ce que tu as ces cas-là de violence parce qu'on n'a pas accepté qu'on joue un peu les relations dans une famille pour avoir un bout de la terre, un bout de terrain, a été battu parce que c'est venu parce qu'on sait parfois dans certaines familles, il y a ce jeu-là. Quand maman va décider, quand papa va décider qui va venir, là tu vois la belle-fille, le beau-frère ou le beau-fils en train de manipuler pour avoir, tu dois prendre la maison, tu dois faire ceci, quand il y a le fameux partage. Est-ce que tu as des retours là-dessus, des couples qui se battent pour Il y a ça? il y a la violence entre les autres membres de la famille, donc pas nécessairement entre les couples, entre frères et sœurs, etc. Il y a la maltraitance envers les personnes âgées qui habitent la même maison, envers les parents, etc. Donc il y a tout type de violence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même la loi a été amendée pour pouvoir changer la définition de la violence domestique, pour dire que c'est pas seulement la violence entre deux couples, entre deux personnes mariées. Donc maintenant, ce dont je suis en train de parler, pour moi, c'est un tout petit peu différent de la violence, c'est par rapport à l'ego, c'est par rapport au fait d'avoir envie de gagner quelque chose. Donc là, pour moi, c'est vraiment manipuler l'autre pour un gain personnel. Exactement. Il y a l'argent et l'amour, c'est les sources de bagarres terribles. Et le sexe maintenant. Et la sexe. Et la sexe. Tu viens de parler de loi depuis de nombreuses années. On a ça. Est-ce que la loi vraiment s'accable maintenant? On a eu Voyons Domestic Act qui est là. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Alors, comme je dis, Protection Against Domestic Violence Act, ça a été amendé 4 fois, à 4 reprises. Donc, certaines personnes vont te dire, il y a 2 écoles de pensée qui vont te dire comme ça, mais écoutez, si pays améliore la loi, pas pu faire l'année, pays amendé, même pas pu faire l'année, c'est que la loi là pas bon. D'autres personnes vont te dire comme ça, mais la loi est bien plus sévère. Mais moi, je dirais que d'abord, une loi ne peut pas rester statique, elle doit changer par rapport à ce qui se passe autour de nous. Donc, si la
la loi est là pour rester pareille. Donc, il y aura un souci à un certain moment parce qu'il y a deux types de violences qui viennent s'ajouter, etc. Par exemple, aujourd'hui, dans un futur proche, il faudrait avoir dans la loi condamné le harcèlement de rue, le viol conjugal. Donc, tu vois, donc on vient aujourd'hui parce qu'il y a deux types de violences. Donc, la violence qui se fait sur le net, par exemple. Aujourd'hui, il faut des lois parce qu'auparavant, ça n'existait pas. Donc, la loi doit être amendée, la loi doit changer. Mais la loi aide une personne à se reconstruire, Christiane? Avoir un cadre. Un cadre, se sentir... La loi aide la personne à savoir qu'il peut se défendre. Ça n'empêche pas des mauvaises intentions, des mauvaises actions, mais ça aide la victime à savoir que quelque part, je peux être entendue. Je suis une personne à part entière, je mérite le respect. Quand on parle de loi, c'est justement parce que l'être humain est en train de devenir plus conscient de son droit au respect, à être considéré comme une personne libre à part entière. Donc c'est bon surtout pour les victimes. On va terminer ici. Mais avant de terminer, j'aime poser cette question-là. Sur le dernier recensement, il y a 626 000 hommes pour 639 000 âmes. C'est débalancé ou bien c'est naturel? 13 000 femmes en plus, ça ne fait pas une genre de tension pour aller trouver, faire un couple, perpétuer le nom de la famille et de l'espèce? 13 000 là, c'est pas un chiffre un peu... Il y a de la concurrence alors? On ne peut pas savoir, parce que de toute façon, les hommes sont toujours moins nombreux parce qu'ils meurent plus jeunes. Merci. Les hommes meurent plus jeunes, donc de toute façon, ils sont toujours moins nombreux que les femmes. Chacun gagne sa vie, chacun essaie d'inventer sa vie. Même les hommes parfois décident de ne pas se marier, pas parce qu'il y a un manque de femmes, mais parce que certains choisissent de ne pas se marier. Donc on ne pourra pas dire que tout le monde est obligatoire, on va trouver quelqu'un pour se marier. Mais c'est comment ça va se passer, on n'en sait rien. Chacun. Sauf ceux qui vont vers la maîtrise ou qui veulent être dans un chemin un petit peu spirituel différent. Il y a des qui font le choix de ne pas se marier. Ils ne veulent pas être en couple. Mais tu as beaucoup ça, ce genre de personnes qui ne sont pas officially married, comme on non, dit. Il y a des gens et aujourd'hui, le concubinage existe, bien sûr. Donc, c'est vrai que les victimes qui viennent, elles sont soit mariées, soit en concubinage. Donc, il n'y a pas, oui. il y a pas de différence. Non, c'est-à-dire que dans la façon de traiter le cas, c'est juste par rapport aux démarches administratives. Par exemple, si la personne est en concubinage, il n'y a pas tous les frais de divorce, les démarches liées au divorce à faire, etc. Mais pour moi, c'est juste une question administrative à ce moment-là qui est différente dans la façon de gérer le cas. Il y a de l'espoir? Bien sûr, il y a toujours de l'espoir. Donc, s'il n'y avait pas l'espoir, je ne serais pas là. S'il n'y avait pas l'espoir, je ne ferais pas ce projet-là. Il n'y aurait pas de centre, il n'y aurait pas tout ça. Donc, l'espoir, c'est la vie. L'espoir, c'est la vie. C'est la personne, oui, la personne vivante et qui, tant qu'il voit la vie, est capable de chercher, de trouver les moyens pratiques, psychologiques, spirituels pour essayer d'aller mieux. Sur ces mots, je vous remercie. C'était Rethink Mauritius en compagnie de Christiane Valéry, psychothérapeute à Ici et Maintenant, et Mélanie Vallée-Cicéron, présidente de Passerelle. À la prochaine.